Donc pour le deuxième topo, le risque résiduel, le time to act, bah, au fond, agir contre quoi? C'est un peu la première question que je me suis posée. Si on peut avancer avec les dias. Vous voulez agir contre les maladies cardiovasculaires, et là c'est la maladie coronarienne, parce que dans les maladies cardiovasculaires, et c'est vrai que c'est un peu différent en Afrique qu'en Europe, mais le gros de la mortalité cardiovasculaire, c'est la maladie coronarienne, et c'est là-dessus que vous voulez agir. Et après, la deuxième question est qui est le patient qui a plus haut risque cardiovasculaire? C'est celui qui a déjà eu un événement, vous l'avez très bien entendu tout à l'heure. Malheureusement, tout patient qui a eu un premier événement coronarien a 20% de chance d'avoir un autre événement cardiovasculaire dans l'année qui suit. Bien entendu aussi plus de risques pour un AVC et pour une maladie artérielle des membres inférieurs. Et ces données ici de Cauchy-Gray ont déjà été démontrées. Donc finalement, on ne fait pas bien. On n'arrive pas à baisser les taux de LDL à la cible qui est proposée, et seulement une petite fraction de patients pour les coronariens, pour ceux qui ont la maladie artérielle périphérique, pour ceux qui ont fait l'AVC, arrivent à la cible. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Et je pense qu'on a les outils à disposition, qu'il ne faut pas forcément beaucoup d'outils supplémentaires, malgré le fait que pour un sous-groupe de patients, de nouvelles méthodes sont très bienvenues, et je vais vous en parler. Mais votre outil principal, c'est à nouveau l'ancien outil, c'est les statines. Vous avez le privilège d'avoir un médicament avec 30 ans de recul qui est sûr. Certes, il y a un patient sur 15 qui fait des douleurs musculaires, mais c'est quand même la grande minorité. Et on va parler du fait que, finalement, selon moi, on arrive dans l'ère anti-PCSK9, et j'espère que les anti-PCSK9 vont aussi bientôt arriver en Tunisie. C'est vrai que c'est particulièrement utile pour les patients qui sont intolérants. Ces chiffres ici ont déjà été mentionnés par le Dr Tricky. Pour chaque millimole de réduction en LDL, vous baissez les événements de 20%, donc 20% en moins de risque relatif. C'est le risque relatif, c'est important. Qui est diminué de 20%. Et cette étude ici de la UK Biobank, ça m'a vraiment convaincu que ça vaut la peine de baisser le cholestérol durant une longue période, le plus bas possible. Vous voyez, ces participants de la UK Biobank étaient stratifiés selon leur profil génétique, ceux qui avaient moins de cholestérol génétique et ceux qui avaient plus. La différence était de 0,8 millimoles, donc quelque chose que vous ne considérez pas vraiment significatif sur le plan clinique, mais ils ont 0,4 millimoles de moins toute leur vie. Et le risque relatif induit par ce 0,4 millimoles, parce qu'ils étaient randomisés aussi, était de 30%, 30% d'événements cardiovasculaires en moins. C'est un calcul qu'il faut se faire, le risque relatif et le risque absolu, vous savez ça très bien, ce n'est pas la même chose. Donc si vous diminuez de 20% un risque absolu de 20%, vous diminuez en manière absolue 4%, donc ça vaut la peine selon mon estimation. En revanche, beaucoup de personnes qui consultent à ma consultation en prévention primaire sont à bas risque cardiovasculaire, 1%. On les aiderait aussi à baisser leur cholestérol, mais on va seulement diminuer, si on diminue de 1 millimole par litre le LDL, le risque absolu de 0,2%, ce qui est très très faible. Donc c'est vraiment les patients qui sont à plus haut risque qui bénéficient le plus. Et qui sont ces patients? On l'a déjà dit, les patients qui ont déjà fait un événement, mais aussi les patients diabétiques avec atteinte d'organes cibles, tous les patients avec insuffisance rénale, ceux qui ont une insuffisance rénale importante, avec une clairance autour de 30 par exemple. Important, tous les patients avec hypercholestérolémie familiale. Ça peut être un patient jeune qui n'a pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, il est à haut risque cardiovasculaire. Et après, les patients qui cumulent plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire qui ont un score très élevé. Et on a de la chance dans ce domaine du cholestérol. C'est des traitements qui sont bien tolérés, qui ne font pas d'hypotension orthostatique. Et entre-temps, en prenant les trois armes principales ensemble, les statines, les anti-PCSK9 et les étimibes, on arrive à baisser le cholestérol de 80%. Donc c'est un énorme progrès qu'il faut utiliser. Notre algorithme qu'on utilise localement, c'est l'algorithme européen
proposés dans les guidelines 2019. D'abord les statines, à plus haute dose possible, juste remesurer le cholestérol. Après combien de temps vous faites un changement dans la thérapeutique? Après combien de semaines vous pouvez remesurer le cholestérol? 4, 8, 4 à 6 semaines. Après 4 semaines, vous pouvez remesurer. Vous êtes à nouveau au steady state. Et si vous n'avez pas la cible atteinte, nous, on rajoute les étimibes. Et en Suisse, on a le privilège de pouvoir rajouter des inhibiteurs PCSK9 si la cible n'est toujours pas atteinte. Et là, il y a vraiment beaucoup d'études, vous les avez vues déjà, donc je peux aller assez vite, qui montrent que vraiment, plus c'est bas, mieux c'est très clair. Donc j'aimerais vous présenter un petit cas d'un homme de 50 ans que j'ai rencontré la première fois en 2020, qui venait pour un conseil concernant son cholestérol. Il a une maladie coronarienne assez méchante de 3 vaisseaux, avec un stenting électif sur la D1 en 2019. Il a aussi une anatomie un peu particulière coronarienne. Et finalement, il s'est présenté en 2020, juste après ma consultation, pour un enstémie qui était stenté avec succès. Donc ce patient a aussi eu un AIT à un moment donné, il a aussi une hypertension artérielle, il a aussi une créatinine à 123, il a aussi une stéatose hépatique et une hypothyroïdie qui est traitée. Sa tension artérielle est à 142 sur 82, il est en surpoids, BMI 25,8. Son anamnèse familiale montre un infarctus chez le père à l'âge de 60 ans, mais il est très sportif, fait beaucoup de vélo. Son LDL natif est à 4,3, donc clairement pas dans la zone de l'hypercholestérolémie familiale, et il est uniquement traité par ezetimibe à ce moment-là, quand je le vois, parce qu'il avait fait une éruption cutanée sous atorvastatine. Son LDL était à 3,9 à ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre prochaine étape? Pardon? Anti-PCSK9? Une autre statine d'abord, oui, tout à fait, mais c'est vrai qu'on a déjà l'anti-PCSK9 en tête, donc on a donné la rosuvastatine à 10 mg par jour, une petite dose. C'est vrai qu'on était prudent parce que l'immunologue avait dit attention, c'est une immunologie un peu particulière avec un effet tardif, donc on a fait ça sous contrôle. Sur rosuvastatine 10, il est à 1,8 mmol par litre. Vous êtes content? On s'arrête? Non, hein, on est tous d'accord, on n'est pas content, on monte à 20 mg et sous 20 mg, il est à 1,5. On s'arrête là? Toujours pas? Pourquoi? On s'arrête? Honnêtement, je me serais arrêté aussi, mais lui, il avait fait un AIT, il avait fait un épisode 2 ans avant, un deuxième épisode. C'est vrai qu'on a peu d'études, hein, mais dans ce cas spécifique, avec plusieurs événements, je voulais pousser plus loin. C'est vrai que c'est parfois comment on dit, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Donc parfois, il ne faut pas trop changer un cheval qui gagne. Donc dans ce cas-là, on a mis 40 mg de rosuvastatine et il se retrouve à 0,9 de LDL. C'est trop bas, 0,9, c'est dangereux? Non, c'est bien. Un nouveau-né, il a combien de LDL? Nouveau-né. Pardon, je parle toujours en millimoles. Les millimoles multipliés par 39 vous donnent les milligrammes. Donc un nouveau-né est autour de 40 mg à peu près. Donc il a atteint son LDL de nouveau-né et il est très content. Donc les PCSK9 peuvent être très utiles et c'est vraiment l'ère des PCSK9. Je pense que c'est les PCSK9 qui nous ont permis de diminuer le cholestérol énormément, d'avoir des taux de LDL de nouveau-né. Vous voyez ici, vous connaissez bien l'étude Fourier, où les participants qui étaient traités avec evolocumab étaient largement en dessous de 55 mg par litre. Et il y a cette étude d'extension Fourier-Olé qui nous montre que sur 8 ans, les patients restent absolument bas avec leur cholestérol, comme vous avez vu. Et on peut observer des effets indésirables. Et puis, il n'y a aucun effet indésirable important qui se manifeste, même avec un cholestérol LDL très très bas. Il n'y a pas plus de diabète, il n'y a pas plus d'AVC hémorragique. Sous PCSK9, il n'y a pas d'événement musculaire, donc tout ça est très très rassurant. Et on réduit le risque cardiovasculaire davantage. C'est très très clair dans l'étude Fourier-Olé. Après des études de sous-groupe, il faut toujours se méfier quand il y a des études de sous-groupe, mais vous voyez, ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont le cholestérol LDL le plus bas.
et ça va même super bas, en dessous de 20 mg par litre. Donc la courbe, il n'y a pas de courbe en J, c'est une association monotone entre le taux de LDL et les événements cardiovasculaires. Donc, pour résumer, mon ancien collègue et ami Sekaterisan de Boston, qui travaille dans une entreprise de start-up, entre-temps, disait « si le cholestérol est bas toute l'année, le patient ne va pas faire d'événements cardiovasculaires » et je pense qu'on va y arriver un jour même en prévention primaire, mais il faut utiliser les bons médicaments à bonne dose au bon moment. Merci beaucoup.